Bonjour à tous, bienvenue dans le Switch Brunch, votre rendez-vous habituel du dimanche. Aujourd'hui, JC et moi allons évoquer à la fois l'Eurobasket, qui a débuté mercredi et dont le premier tour se finit ce dimanche justement, mais aussi les dernières péripéties de la semaine en WNBA, comme vous en avez l'habitude maintenant. Gis, sous cette chaleur infernale, tout va bien, t'as réussi à suivre à la fois les matchs de l'Euro, la WNBA. Ouais, ça va, ça va, ça va. Ça va, Ça ça fait va. plaisir de voir des matchs de basket En à heure journée. humaine. Ouais, et là tu vas Mais nous c'est dire... même plus dur. Ouais, C'est même plus dur des fois avec le travail de les suivre en fait au final ouais. que ceux de la nuit, quoi. Donc bon, Et, mais et là, bon. et là, tu vas nous dire, par contre, c'est pas la même qualité que les matchs de WNBA. Logiquement, ça va être Non, le... c'est pas tout à fait. Mais bon, on va y revenir tout à l'heure. Par quoi est-ce que tu veux démarrer? Est-ce que tu veux parler de l'Euro d'abord? Est-ce que tu veux parler de la WNBA? Je te laisse choisir. Bon, comme tu veux, hein. Non, bon, on peut commencer par l'euro. Allez, on Ça va faire un commence. petit. On commence par l'Euro, effectivement. Euh, le premier tour qui a été donc une mise en route avec un écart parfois colossal entre certaines équipes. Je sais que tu fais partie de ceux qui aimeraient peut-être même réduire le nombre d'équipes dans un euro pour pas qu'il y ait des matchs, notamment celui entre la France et la Suisse par exemple, qui servait entre guillemets à rien, si ce n'est pour reprendre tes termes, à risquer des blessures. Euh, donc il y a eu ces matchs entre des équipes avec des niveaux différents. On a suivi quand même les Bleus et les Belgian Cats avec grand intérêt évidemment. Les Bleus qui se... Alors après un démarrage très 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 poussif, on n'a pas trop aimé contre la Turquie, victoire à l'arraché. Les Bleus se sont reprises ensuite contre la Grèce et puis contre la Suisse, hein, fort logiquement. Euh, et qui affronteront la Lituanie mardi. On peut commencer par les Bleus Gis. Qu'est-ce que tu penses de leur premier tour entre ce premier match assez mauvais, on va le dire, on va pas passer par quatre chemins, et deux prestations derrière un peu plus intéressantes avec, faut le rappeler pour ceux qui n'ont pas commencé, qui n'ont pas encore suivi la compétition, un effectif forcément très remanié avec les absences diverses et variées. Bah, globalement, sur les résultats, c'est positif. On peut, voilà, tu vois, trois victoires, trois matchs, trois victoires, et globalement, je pense que on s'en doutait un peu que même dans le premier match où c'était compliqué, où la Turquie a quand même un peu balancé le match, hein, l'a un peu offert aux Bleus quand même. Sur la ligne Mais des lancers notamment, ouais. ouais, sur la ligne des lancers, il y a plein de tirs ouverts aussi qui sont pas mis. Il y a quelques rebonds de tir à McCowan qui met pas de sous, enfin qu'elle aurait très bien pu mettre. Bon bref, voilà. Mais j'ai jamais été vraiment inquiet pendant le match parce que bon, tu sais que là, l'équipe de France avait de la marge. Après sur les deux autres matchs, bon, la Grèce c'est faible et puis bon, la Suisse, voilà, ça, enfin, pour moi, c'est super pour elle, c'est bien de se qualifier, mais je vois pas l'intérêt en fait de ce type de match à la fois pour les Bleus et à Mhm. la fois pour la Suisse parce que je suis pas sûr que les joueuses elles aient pris beaucoup de plaisir des deux côtés à jouer ce match. Ah, le match d'hier, Et ouais, c'était dur, voilà, hein. bon. Donc globalement, bah, d'un point de vue résultat, c'est positif. Après, bah, dans le jeu, bah, on évoque toujours un peu les mêmes problèmes qu'on a évoqués. Je trouve qu'on n'utilise pas Iliana Rupert du tout, Mhm. hein, on voit bien qu'elle n'est pas du tout mise au cœur du projet. Il y a Janelle Salin qui nous a sauvés plein de fois parce que bah, elle reprend un peu le rôle qu'il pouvait y avoir chez Gabi, Ouais, c'est-à-dire d'être capable de se créer son tir avec un jeu offensif qui est très minimaliste, pour pas dire autre chose. ouais. Mais elle est capable de créer son tir elle-même, de faire des différences en un contre un, etc. Et donc ça marche bien. Euh, D'ailleurs, je pense que globalement, la préparation en WNBA, ça lui a sans doute aussi fait du bien. Parce que voilà, jouer contre les meilleures joueuses du monde, bah, c'est bien aussi quand Ça derrière peut le aider. niveau s'abaisse, quoi. Mhm. Donc non, c'est voilà, en termes de résultats, c'est positif. Bon, voilà, moi de toute façon, je l'ai dit, hein, moi j'attends les Bleus en demi-finale. Avant les demi-finales, normalement, c'est alors, ça peut sembler un peu présomptueux de dire ça, mais pour moi voilà, c'est du tout venant là jusqu'aux demi-finales, quoi. Ouais. Donc on verra en demi et faudra pas faire le type de performance de comment ça s'appelle contre la Contre la Turquie. Turquie, ouais. Mhm. Voilà, parce que là, je pense que ça sera compliqué. Même contre la Lituanie, je C'est pense que. exactement ce... Ouais, tu penses que c'est... J'allais dire, même contre la Lituanie, il faut quand même faire attention, même si elles n'ont pas été incroyables. Elles ont quand même battu l'équipe qu'on pressentait comme potentiellement Ouais, surprise, la Slovénie qui nous a un peu déçus. Mais il faudra quand même faire attention aussi contre la Lituanie, justement parce que moi sur le premier match, j'ai pas vu tellement de certitude qu'après la densité de l'effectif et aussi la qualité des joueuses, ça a fait la différence, hein. Tu parlais de Janelle Salin, je trouve qu'elle a roulé sur le premier ah tour, bah ouais. c'était impressionnant.
Elle avait vraiment l'air très au-dessus. Mais même contre la Lituanie, faut faire attention. Je partage ton avis, ça va commencer à partir des demi-finales contre les équipes qui se sont montrées plus à leur avantage. Hein. Logiquement, sur le tableau qu'on avait prévu, c'est pas terminé, mais logiquement, on pensait à l'Espagne. C'est sûr que si elle joue comme contre la Turquie, l'Espagne, même avec un effectif là aussi remodelé, ce sera compliqué, je pense. Mais Ouais, ouais. Bah après, ouais, non, mais t'as raison. La Lituanie, je pense que la condition sine qua non, de toute façon, pour que l'équipe de France aille en demi-finale, après, c'est autre chose, mais c'est juste de défendre. mm, On les a vus dans le premier match, elles n'ont pas défendu, elles se sont mis en danger parce que le talent offensif est beaucoup moins important que sur les dernières compétitions. Et donc, il faut que ça défende. Contre la Grèce, elles ont mis de l'intensité défensive. Bah, contre la Suisse, j'en parle même pas, mais là, ouais. c'était évident qu'il fallait en mettre. Et s'il y a à mettre la pression défensive contre la Lituanie, ça sera compliqué parce que sur les rotations, elles vont Ouais. les épuiser à force. Et il y aura du jeu de transition, il y aura des paniers faciles et ça devrait le faire. Après, si par contre l'équipe de France est dans un mood de pas trop défendre, de pas mettre trop l'intensité comme lors du premier match, bah là, toutes les équipes, à part évidemment les toutes très très faibles, peuvent les mettre en difficulté. On l'a vu avec la Turquie, qui est Mm, pas une mauvaise équipe, mais qui est pas non plus une équipe, voilà, qui est pour moi candidate médaille, quoi. Donc bon, mm. on va voir, mais je pense quand même que ouais, la logique voudrait que ça retrouve l'Espagne. Et là, par contre, il faudra jouer différemment parce que l'Espagne, sur ce début de compétition, c'est quand même très, 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 très solide, Ouais. notamment autour des jeunes qui font un bon boulot. Et bah, c'est moi l'Espagne-Grande-Bretagne, personnellement, c'est l'équipe qui m'a Enfin, ce match, l'équipe d'Espagne, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné depuis le début de l'Euro. C'est quoi, c'est le En premier, termes... le premier des deux? Ouais, le premier Ouais, match, ouais, ouais, ouais. contre la Grande-Bretagne, qui est pas une mauvaise équipe hein, au Non, ouais, final, ouais. avec Temi Fangbele, etc., mais qui était, bon, voilà, qui est un peu limité en termes de talent, mais qui joue plutôt bien au basket. Et la performance pendant, allez, 28-29 minutes, parce qu'après l'Espagne a un peu relâché, il y avait 30 Mhm. points d'écart, ça a été vraiment très impressionnante. Et j'en ai parlé un peu sur Twitter. Pour moi, c'est une des plus belles perfs que j'ai vues sur 2025 d'une équipe, Mhm. basket féminin confondu. Ouais. Défensivement, offensivement, c'était vraiment bien. Donc après, on Puis verra ce qu'elles puis sont capables elles de. ont battu l'Allemagne derrière quand même, même si c'est une Allemagne forcément pas Ouais, aussi. Mais mais voilà, c'est proprement ce que aussi je voulais encore. dire. C'était propre. Je trouve que, tu sais, la crainte qu'on avait évoquée, enfin, tu disais, ce serait bien qu'on voit à fond les jeunes et que. Bah, on les voit quand même. Voilà, donc ça c'est bien déjà, et comme tu t'en avais parlé, ça se traduit par des bonnes choses, parce que c'est des filles qui ont cette académie de jeu, qui se connaissent, qui sont capables d'être tout de suite performantes. On verra sur les matchs coup près si Mendes continue de les faire jouer, mais je partage ton avis, pour l'instant l'Espagne, j'ai trouvé que c'était une équipe super enthousiasmante à voir. Moi, je les avais mis sur le podium, donc ça m'a plutôt rassuré. Ça m'a moins rassuré dans l'optique d'un affrontement avec l'équipe de France, par contre. Non, mais on verra, mais parce que Bien sûr, la France a des armes aussi que n'a pas la évidemment. Grande-Bretagne et que n'a pas l'Allemagne, Mm. mais en tout cas en termes de jeu, il faudra être sérieuse si on les rencontre. Encore une fois, hein. Ouais. Il faut passer le quart aussi, voilà. Mais bon, voilà, non, c'est plutôt positif pour les Françaises. Il y a rien de, il y a pas d'alerte pour le moment. ouais, est-ce qu'il y a des joueuses dans le groupe qui t'ont agréablement surpris, ou auxquelles dont tu t'attendais pas forcément d'aussi bons débuts, parce qu'il y a des débutantes Chez les Bleus, ouais, chez les Bleus. j'ai bien aimé Noémie Brochant. Ouais. Je trouve que elle rentre sur des petits temps de jeu, mais Elle rentre c'est ses une tirs. des rares qui, Elle rentre c'est ses une des tirs, rares hein. qui met ses tirs en plus. Ah, dans le corner, je sais pas à combien Ouais. elle est, mais c'est impressionnant. Ouais. Et ça fait du bien parce que dans cette équipe, ça manque quand même un Mm. peu de capacité de réussite au tir. Alors Janelle en crée, mais c'est des tirs créés pour elle, en fait. Ouais. Donc moi, je passe surtout sur les passes de renversement, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça positif. Après, autrement, il y a des joueuses que j'aimerais voir jouer beaucoup plus. Je Mm. trouve que dès que Polly Dastier est sur le terrain, il se passe des choses Ah, offensivement. c'est plus fluide, c'est pas parfait, parce que ça reste une joueuse inexpérimentée chez les A, mais Mm. par contre, Il se je passe des partage ton choses, avis, quoi, il se dans passe des l'attaque. choses, c'est plus fluide, et on a envie qu'il y ait de la répétition et qu'on puisse le voir plus souvent, mais bon, ouais, je partage ton avis là-dessus. Au-delà des joueuses, j'espère que dans les matchs vraiment difficiles qui vont forcément arriver pour l'équipe de France, Ouais. moi j'aimerais vraiment voir Pauline Astier, Janelle Salin, Valériane Ayaï et Liana Rupert jouer pas loin de 30 minutes en fait. Mhm. Je pense que si on veut vraiment accrocher les très bonnes équipes, on aura besoin de ça. Parce que la rotation, Pour l'instant, elle est elle est large, quand hein. même C'est très un ouvert peu pour plus l'instant. faible. Ouais. Elle est plus faible que ce qu'on a pu avoir sur les dernières compètes, quoi. Ouais.
On peut parler de la Belgique qui va finir son premier tour tout à l'heure. Ça déroule. Voilà, ça a déroulé. Bon, les deux premiers adversaires, le Portugal et le Monténégro. Monténégro sans Natacha Mak, c'était un peu l'intrigue du début de compétition. Est-ce qu'on va la voir en WNBA? Est-ce qu'elle sera à l'Euro? Non, elle est restée du côté de Phoenix. La Belgique est à 2 sur 2. Bon, Emma Messman et Caroline Skens, meilleures marqueuses avec 17 points chacune. Rien de très difficile pour l'instant pour la Belgique qui est sûre de sa force et qui devrait avancer tranquillement. Il y a un dernier match à jouer, si je ne m'abuse, contre La République tchèque, la oui. République tchèque. Et, Oui, parce que c'est et- c'est- c'est une équipe qui a, c'est qui a- qui a bien joué jusqu'à présent mm, aussi. Ouais. mm, mm. C'est ouais, c'est l'équipe sans doute peut-être la plus forte du groupe, Mm. certainement. Et puis ça va jouer la première place, quoi. Donc c'est un match important quand même. Ouais. Ouais, Mais on, bon, on les ça a attend pas trop déroulé. en difficulté non plus. Je pense qu'elles ont, Non, je pense que ça va le elles, faire. elles ont préservé leur force jusque-là et il ne devrait pas trop y avoir de soucis par la suite. Euh, J'ai bien aimé. Alors c'est pareil, l'adversaire est faible, mais j'étais content aussi de voir un peu de jeunes pour la Belgique avec Nastia Claessens qu'on attend depuis quelques années, qui est un peu intégré au groupe, mais là qui a fait un très bon deuxième match. Enfin, je sais que j'ai plutôt bien aimé sa prestation. Mm. Dans les autres groupes, dans les équipes dont on savait pas trop quoi penser, l'Italie, je l'ai trouvé super cool avec Cecilia Zandalazini Qui marche sur l'eau. qui marche sur l'eau, qui est impressionnante. Euh, donc les Italiennes qui ont gagné leurs 3 matchs. Les Serbie, 3 défaites en 3 matchs. Mm. On C'est savait que ce fini la serait Serbie. compliqué, mais ouais, moi je me méfiais encore un petit peu, mais bon, visiblement il n'y avait pas vraiment besoin. Et donc on s'approche tranquillement déjà vers les quarts de finale. Est-ce que, pour revenir rapidement sur le France-Lituanie, tu vois une victoire plutôt sereine avant de passer aux choses sérieuses? Bah, comme je disais tout à l'heure, je pense que si la France défend, si la France met de la pression sur la balle, des fois même tout terrain, je suis même surpris que par moment, on l'a vu un peu plus contre la Suisse, mais Ouais. il faut qu'on ait ça parce que notre jeu offensif est pas, Hmm. voilà, est pas très développé. S'ils mettent de la pression sur la balle, s'ils mettent beaucoup de pression sur Justé, Je cité, etc., je pense que la Lituanie va exploser au bout d'un moment. Ouais. Et je- il y a une probabilité que la Lituanie embête la France pendant une bonne partie du match, mais je pense qu'à force, ça va céder. Hmm. Si, encore une fois, l'équipe de France met l'intensité nécessaire dans les rencontres, ce qui est quand même, pour moi, la base de toute chose. Enfin, on est sur un sport professionnel, normalement, on ne devrait même pas besoin de le dire, de mettre de l'intensité, en Et fait. en général, elle y arrive Euh, très bien, c'est quand même la force. Enfin, ouais, on l'avait dit, le oui, niveau oui. plancher défensif, il est quand même très bon. Il y a eu le premier match, on peut mettre ça peut-être sous le coup de l'entrée en De matière. Parfois, lancer, c'est ouais, voilà, lancer la compète. Ouais. voilà, c'est pas toujours simple. Euh, je pense aussi que ça devrait aller contre la Lituanie. Et après, je suis assez curieux de voir ce que ça donnera lors des matchs qu'on attend depuis le début, que ce soit contre l'Espagne, une éventuelle finale si la Belgique continue d'avancer aussi sereinement. Mais voilà, en tout cas, on reparlera de la suite de cet Euro prochainement. Je te propose qu'on passe à la WNBA, Gis. On va faire notre petit point classement habituel. On a Minnesota qui a fait un petit break en tête de la ligue avec un bilan de 12-1. 3 victoires de suite pour les Lynx, dont on reparlera sans doute aussi un petit peu après, malgré l'absence de Nafisa Collier, qui arrive à gérer et à avoir ce bilan de 12-1. Derrière New York, c'est un peu moins fringant en ce moment. Et New York, en plus, qui va devoir se passer de Jonquel Jones pendant minimum un mois, 4 à 6 semaines d'absence. 11 victoires, 2 défaites pour New York. Puis une équipe franchement intéressante sur laquelle on fera un focus dans quelques instants, le Phoenix Mercury qui reste sur 5 victoires de suite, un bilan de 11-4. On va parler de Phoenix très très rapidement. Vient ensuite Atlanta, 4ème position avec 9 victoires, 4 défaites, un bilan de 8 victoires sur les 10 derniers matchs, 4 sur les 5 derniers. Atlanta aussi qui fait plutôt un bon début de saison. Seattle qui complète le top 5 malgré l'irrégularité du Storm, même si Seattle a quand même gagné les 2 derniers matchs. 8 victoires, 5 défaites. Derrière, on a les étonnantes Valkyries, même sans leur joueuse partie à l'Euro. Elles sont 6ème avec un bilan à l'équilibre, 6 victoires, 6 défaites. Même bilan derrière pour Indiana qui est 7ème pour le moment. La 8ème place, Las Vegas qui s'accroche à la 8ème. On va parler aussi dans quelques instants des Aces qui vont pas très bien malgré le retour d'Asia Wilson. 3 défaites de suite pour Las Vegas. Et puis un petit quintet de cancres sans vouloir offenser qui que ce soit pour finir avec Washington, les Sparks, le Sky, les Wings et le Sun qui ferment la marche. Voilà pour le classement à l'instant T au moment où vous écoutez ce Swish Brunch. On peut démarrer par Phoenix, Gis, l'équipe en forme du moment, je le disais, 5 victoires de suite. Un style de jeu qui s'établit comme il faut, avec une bonne défense, avec
pour reprendre ton expression aussi, des rookies qui n'en sont pas. Qu'est-ce que tu as pensé du Mercury ces derniers jours, Gis? Et il y a, alors, je te jette des lauriers comme ça, mais on s'était envoyé des petits messages et parfois on se dit tiens, je mettrais bien une piécette sur telle équipe, telle équipe. Tu m'as dit j'ai misé sur Phoenix contre New York, ça m'avait un peu surpris. Et puis tu m'as dit, pour reprendre là aussi tes mots, tu m'as dit New York depuis 2 matchs c'est pas terrible. Phoenix j'aime beaucoup comment ça joue. Il n'y a pas autant de différence que ça entre les deux équipes que ne le laissait suggérer la cote. Et t'as bien vu puisque on en parlera aussi après parce que c'est le match qui nous a peut-être le plus intéressé cette semaine puisque Phoenix est allé gagner à New York. Du coup, qu'est-ce que t'as pensé du Mercury ces derniers jours, Gis? Bah, moi, j'ai toujours été emballé par ce qu'elles avaient fait d'un point de vue de l'attaque. Même dans les previews, je pensais que ça serait une bonne équipe offensive. Et c'est une très bonne équipe offensive, globalement, autour d'un plan de jeu, et on va y revenir tout à l'heure, Mhm. qui est hyper moderne et qui marche super bien et qui fit super bien autour de sa grande star, parce que on parlait beaucoup de 3 stars, mais en fait, il y en a une qui est quand même largement au-dessus des 2 autres. Voilà. Et moi, ce qui m'étonne surtout sur cette équipe, c'est que la défense, c'est la capacité qu'elles ont à tenir défensivement. Je pensais que ça serait compliqué parce que Satou Sabali n'est pas la Mhm. meilleure joueuse défensive. D'ailleurs, c'est la joueuse qui fait le plus de fautes Ouais. depuis le début de la saison. J'ai vu la stat hier, pendant le match, ça m'a interpellé. D'ailleurs, c'est peut-être un moyen aussi de tenir un peu en défense, de se mettre un peu en problème de faute parce que bah, ça offre pas de panier, quoi, en tout cas. Euh, je pensais qu'avec les rookies, ça allait appliquer, mais ça tient. Et je pense que ça tient en grande partie de la présence d'Alyssa Thomas. Euh, et même nous qui l'adorons, je pense qu'on ne se rend pas trop compte à quel point elle a un impact défensif sur l'équipe. Et ça, c'est quand même assez fort. Je trouve qu'elles arrivent à bien tenir, elles arrivent à faire du switch, à tenir des équipes vraiment qui ont de la force de frappe offensive. Et ça me surprend. Et je pense que c'est ça qui explique le fait qu'elles soient aussi si bien classées en début de saison. Moi, je les voyais plus, allez, cinquième, tu vois, jouer la cinquième Mhm. place. Je pense toujours que cette équipe, elle aura des limites en playoff contre des grosses écuries et sur des matchs de série. Mais par contre, il faut reconnaître que Nike Tibet, ça fait un super job. Et il a mis en place un jeu hyper moderne. Il exploite à 100% les qualités d'Alyssa Thomas, encore plus que ce qu'elle a Mhm. été exploitée au Sun. Et, euh, et c'est top, quoi. Ça déroule. C'est vraiment agréable. Et puis toutes les rookies qui sont pour moi, qui n'en sont pas, hein, parce que Ouais, Monique. Ouais. Laxa, même Monique, tu vois, qui fait un énorme début de saison Ouais. aussi, qui est très très bien. En fait, ils ont fait ce qu'on avait parlé pendant les previews. Ils ont les 3 stars et ils ont que des role-players qui fit super bien autour, On se demandait, qui sont c'était le capables. challenge, c'était de trouver Hum, les joueuses hum, autour qui arriveraient, et puis là, une rotation efficace. C'était pas simple, au-delà du fait que c'est des fausses enfin, c'est des fausses rookies, parce que là, Monica Koamakani, qui a de l'expérience aussi, quand même, qu'on connaît en France, Kitty Alaxa, qui a joué aussi pas mal. C'est vrai que c'est des fausses rookies, mais encore faut-il, ça reste un championnat différent qu'il faut appréhender. Tu joues contre les meilleures bien joueuses du sûr, monde, bien sûr, bien sûr. et elles y arrivent très très bien. Ça, c'est à mettre aussi à l'actif du coaching staff tu l'as dit, la présence d'Alyssa Thomas, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on fait partie de ceux qui adoreront. Enfin, moi, c'est ma joueuse préférée depuis 5, 6, 7 ans, qu'importe. Mais j'avais pas mesuré à quel point sa défense et son état d'esprit défensif était contagieux, en fait. On le sentait au Sun parce que l'effectif, finalement, défendait bien. Elle a toujours bien défendu parce qu'elle était là aussi. Parce elle imprime un rythme défensif. Je pense qu'elle est très. Sur le terrain, c'est pas quelqu'un de très bavard en dehors, mais sur le terrain, on voit qu'elle replace, qu'elle est très générale de défense, et elle le fait aussi à Phoenix en fait. Et donc tout le monde, tout le monde Mais fonctionne là-dedans, même si à la base, avec Satou et les autres, c'est pas des joueuses qui ont forcément un profil très défensif à la base. il y a une image parlante contre le match en New York où à un moment, il y a Catherine Westbeld qui s'oublie Ouais. et elle va la voir, mais elle lui passe une sorte de savon. Enfin, je pense pas que ça soit méchant, hein, Non, mais mais. tu vois vraiment qu'elle replace en fait Hmm. et elle recadre tout de suite en disant non, non, mais ça en fait, on n'a pas le droit. Surtout contre ce type d'équipe. Et non, c'est impressionnant. Franchement, c'est chapeau et elle rayonne. Elle est meilleure passeuse de la ligue. Ouais. Elle a encore pas un énorme volume au scoring, mais ça suffit. Elle crée. Mais quand elle drive au panier,
les 4 ou 5 joueuses adverses en fait la regardent Mhm. et oublient complètement les autres joueuses. Et en plus, comme Alyssa Thomas est intelligente, bah, elle trouve les shooteuses ouvertes et à chaque fois, bah, ça tombe dedans. Et si Phoenix bat des records aussi, là, a battu son record de la franchise de À nombre 3 de points, 3 points ouais. marqués, bah, c'est aussi grâce à ce style de jeu et à Alyssa Thomas parce qu'elle génère que des tirs ouverts, parce que tout le monde est omnubilé par son drive. Ah, Et le fait de l'avoir mis complètement en porteuse de balle, ouais. c'est-à-dire qu'elle joue vraiment, c'est vraiment la playmakeuse de Ouais. l'équipe totalement. Hein. Totalement, elle monte la balle, elle reçoit des pick and roll et bah, elle libère les Ah, ballons. Et le nombre si, de drive and kick, bah ouais, c'est terrible, c'est létal. et c'est un jeu très basique. Il n'y a pas beaucoup de mouvements, pas Mhm. beaucoup d'écrans partout. Mais par contre, c'est très moderne, très analytique, ça marche très bien. Et si tu as les bonnes joueuses et que les joueuses mettent dedans autour, mais c'est presque impossible parce que soit tu autorises Alyssa Thomas d'aller au panier, avec la réussite qu'elle a en 1 contre 1, avec la puissance physique, ou de provoquer des lancers. En Ouais, plus, faire des cette fautes. année, elle met ses lancers, en plus, Mhm. parce que ça n'a pas toujours été le cas non plus Ouais, mais dans toute sa carrière. son petit shoot, Ouais, 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 ça, ouais, ouais. ouais, c'est pas mal. Et puis, ou alors, tu viens doubler, voire tripler. Et dans ce cas-là, tu laisses des shooteuses ouvertes et pour le moment, elles mettent dedans. Donc, c'est un style Ouais. de jeu très simple, mais très, très efficace. Et pour le moment, la WNBA, en plus, les coachs adverses, je pense qu'il va y avoir un peu d'adaptation. Mais on voit que c'est pas très commun, ce genre de choses, Mhm. d'un point de vue plan de jeu de mettre une grande emporteuse de balle, etc. Et on voit que les défenses adverses, pour le moment, elles savent pas trop quoi faire. Il y a des solutions, hein, mais elles ont pas encore. Tu sens que les coaching staff n'ont pas vraiment encore analysé tu sais ce qu'il fallait faire. Ouais. Il y aurait des pistes, hein, moi j'en ai, pour gêner ce type d'attaque. Je pense quand même que ça peut, en cours de saison, peut-être avoir des limites si Mhm. effectivement les autres équipes commencent un peu à s'adapter. Après, on verra. Il y aura peut-être plus aussi plus de choses à donner sur Kalea Copper, qui est une Bah slasheuse, tu oui, vois, ouais, qui bien sûr. revient tout juste. Ouais. Mais franchement, c'est impressionnant. Et dans le match, voilà, on va pas en faire très long sur le Liberty, mais dans le match contre le Liberty, elles ont été incroyables Ouais. défensivement. Elles les ont surdominées au rebond. Et à tel point que ça m'a fait plaisir parce que Sabrina Ionescu en conférence de presse a dit qu'on peut pas gagner des matchs et des titres sans être bonne au rebond, ce qui fait Mhm. une petite analogie en plus de tout ce qu'on reproche à Angel Reese, ce qui me fait plaisir, tu vois, au passage. Ouais. Et du coup, voilà, elles ont hyper dominé, elles se sont créées beaucoup plus de tirs. Il y a eu Monique Akani qui a mis tous ses paniers en fait contre New York 21 points, ouais. ouais, Mais ce match, t'as raison, on voulait revenir un peu dessus parce que je l'ai beaucoup aimé aussi, ce match de la part du Mercury, victoire 89-81. 18 points, 15 rebonds, 7 passes pour Alyssa Thomas. Voilà, monstrueuse. monstrueuse. Et donc 21 points pour Monique Akoamakani, même 16 pour Samy Whitcomb, Kitty Alaksa qui marque 13 points en sortie de banc. C'est un match où Satou Sabali est shoot à 4 sur 18. Et elles ont quand même, ça n'a pas du tout impacté leur attaque finalement. J'ai trouvé ouais, que c'était un style de jeu. Défensivement, elles m'ont surpris. De toute façon, comme depuis le début de la saison, quasiment, ou en tout cas depuis vraiment le début de la série là, de 5 victoires, où j'ai plus vu leur match, je m'attendais pas à cette qualité défensive et une attaque qui fonctionne bien. Hein. Même si New York a eu que 9 minutes de Jonquel Jones, qui est du coup maintenant blessé, c'était assez surprenant, en tout cas pour moi, de les voir aussi dominer, notamment au rebond, comme tu le disais. Et Phoenix fait vraiment plaisir à voir. Il faut voir si ça va durer, si elles vont encore, pourquoi pas grimper, pourquoi pas venir embêter un peu plus une équipe comme New York qui va avoir des challenges à régler, hein, là, on l'a dit, avec Jonquel qui est pas là, avec un peu moins d'allant, ça a l'air de fonctionner un petit peu moins bien, pas trop d'adaptation de la part de Sandy Brondello. Faut voir ouais, New York, tu trouves aussi que c'est pour l'instant en ce moment c'est pas Bah, folichon. après, il manque, parce que là, dans le match, Jonquel Jones se fait mal en cours de match Ouais, aussi après contre le Mercury, elle 9 sort. minutes de jeu, ouais. Voilà, elle avait. Donc bon, voilà. Mais elle avait joué aussi contre le Dream avant et Mhm. New York avait fini par gagner ce match, mais c'est le Dream qui l'avait Ouais, totalement lâché, ouais. fumble. Hein. Mhm. Elles auraient dû, le Dream aurait dû gagner ce match. Enfin, c'est pour ça que moi j'étais aussi un peu inquiet, tu vois, en vue du match de Félix, parce que ouais, le match n'était pas brillant déjà avant. Je pense qu'il y a quand même les absences, on ne peut pas les évacuer. Tu vois, ne pas avoir Jonquel Jones en forme ou pas du tout l'avoir. L'absence de Léonie Ouais. Fibic aussi Ouais, qui est à fait l'euro, ouais. un petit trou parce que certes, c'est pas une joueuse, c'est qu'une role player, Ah, mais mais. Ouais. New York en fait a bâti depuis la fin de saison dernière
et cette année sur une défense qui fait du switch sur tous les écrans. Et où Eloni Filic est hyper intéressante, c'est que c'est un profil d'extérieur, mais qui est grande et qui sait tenir ce genre de défense. Et quand tu la perds, eh ben, ça rend beaucoup plus difficile ce choix défensif. Elle continue de le faire, mais tu es obligé d'avoir des joueuses qui sont un peu moins fortes. On a vu que Sandy Brandello a lancé Kennedy Burke, qui marche pas trop du tout. On se dit que c'est un profil grand, physique, qui défend, mais au final, ça marche pas pour cette saison. Pour l'instant, ça marche pas. Pas du tout. Ouais. Parce que c'est pas assez fort offensivement dans les lectures de jeu, et en plus elle fait pas trop les efforts défensifs. Donc du coup ça c'est donc ça entre guillemets c'est aussi un peu voilà, elle le subit aussi, les absences. Faut être très clair. Après je pense quand même que vu la profondeur d'effectifs, il y a des solutions à trouver. Toutes les équipes ont pas la chance d'avoir cette profondeur là. Et je pense que ça manque un peu d'adaptation. Je trouve que j'aime bien par exemple quand les trois petites jouent ensemble, moi, quand Natacha Claude, Marine Johannes et Sabrina Ionescu jouent ensemble, je trouve que c'est là que l'équipe est la meilleure. Quand évidemment il n'y a pas Léonie Fibic, parce que Marine fait les efforts défensifs et apporte justement du danger offensif que n'est pas capable d'apporter Kennedy Burke, en tout cas dans la lecture de jeu. Voilà, ça pourrait être un ajustement. Moi je le demande depuis quelques temps. J'aimerais bien que Marine joue plus. Ça va peut-être commencer par venir, parce qu'au bout d'un moment tu vois, il y a de l'adaptation. Je suis pas trop inquiet non plus, mais attention quand même, il va falloir aussi, ça va mettre beaucoup de pression sur Nira Sabali, l'absence de Jonquel Jones. Parce que c'est quand même un style de jeu qui est un peu différent de celui de Jonquel, moins porteuse de balle, moins créatrice, tu vois. Un peu moins shooteuse aussi, même si elle peut en mettre un peu. Donc on va voir, mais ouais, il faut faire attention quand même, parce que... Alors après, New York va gagner des matchs, tu vois. Mais c'est si elles veulent vraiment l'avantage du terrain, parce que Minnesota, de l'autre côté, ça tourne bien. Et là, il y a déjà un match et demi de retard. Alors, c'est pas énorme, mais sur des équipes qui perdent pas, ou très peu, va falloir quand même les rattraper. Donc, faudrait pas qu'elles enchaînent, tu vois, qu'elles fassent juste un 60% de victoire sur les 7-8 prochains matchs, parce que c'est un coup à ce qu'elle ne revoit plus Minnesota, quoi, en fait. Donc, et New York, qui, si je ne dis pas de bêtises, rejoue contre Phoenix sur le prochain match. C'est possible, j'ai pas le calendrier en tête. Je crois qu'elle se rejoue là très très vite. Ça va être intéressant de voir justement s'il y a une réponse à ce qu'on a vu sur le match précédent. Tu parlais de Marine sur les deux derniers matchs, donc lors de la victoire contre Atlanta, 19 minutes, 2 points, 6 rebonds, 2 passes, et contre Phoenix sur la défaite qu'on évoquait, 22 minutes. 6 points, 2 rebonds, une interception, un contre. Je partage ton avis sur les efforts défensifs qu'elle fait, qui sont assez notables. Et j'aimerais aussi la voir un peu plus impliquée en attaque, parce qu'on sait qu'elle a quand même besoin de rythme, d'avoir la balle pour reprendre confiance dans ses moyens offensifs qu'on connaît très très bien. Et il y aura plus d'opportunités sans doute avec l'absence de Jonquel. Probablement. Tu vois, il y aura forcément un petit peu plus de ballons à jouer. On voit que Tasha Claude est revenu sur terre aussi en termes d'adresse. Au niveau du shoot, voilà, le 55% de début d'année, ça allait pas durer. Mais ça, on avait prévenu un petit peu tout le monde que c'était une parenthèse enchantée qui allait tomber. Donc il y a aussi ça, mais c'est aussi trouver de l'équilibre. Après, Tasha Claude apporte plein de choses. Bien sûr, c'est pas que le playmaking, mais en tout cas la production offensive, elle est plus faible. Donc c'est peut-être aussi l'idée de redonner peut-être un petit peu plus de ballons à Marine, etc. Il y a des petits ajustements à faire. Bon, il n'y a pas d'inquiétude, mais voilà, faut peut-être pas trop tarder à les faire quand même, encore une fois, si New York veut challenger la première place, quoi. Ouais, parce que Minnesota, tu l'évoquais, même sans Nafisa Collier qui est sorti blessé contre Las Vegas, et avec laquelle je pense qu'ils vont pas prendre de risques, parce que c'est une blessure, Cheryl Reeve en parlait, c'est une blessure qu'elle traîne quand même depuis des années, qui revient ponctuellement mal de dos, au niveau du dos. Donc ils vont pas forcer, s'ils n'ont pas besoin de la faire venir à tout prix sur un match ou deux. Mais même sans Nafisa Collier, les Lynx continuent de bien tourner et fonctionnent, et n'ont toujours perdu qu'un seul match depuis le début de la saison. De toute façon, cette équipe tient d'abord par sa défense. Elles ont encore pris que 66 points cette nuit contre les Sparks. Et les Sparks qui avaient retrouvé Kelsey Plum en plus, parce que bon, il y a eu un match où les Sparks, c'était même pas une équipe WNBA pour moi. Donc bref, avec toutes les absences. Mais la défense tient, et leur défense, elle leur donne un niveau plancher qui est déjà suffisant presque pour challenger toutes les équipes. Et après, il suffit juste de trouver un petit peu d'attaque. Cette nuit, Kayla McBride a été en feu, elle a mis 29 points, elle n'a pas loupé un tir. Courtney Williams a mis des tirs aussi. En fait, où c'est fort, et c'est parce que elles savent parfaitement ce qu'elles font. Et même quand il n'y a pas Nafisa Collier,
ce qui est énorme évidemment, mais elles gardent leur identité de jeu. Elles ont été encore super malines, elles ont été chercher Maria Vadeva, tu vois, et cette nuit, boum, allez, il n'y a pas Nafisa Collier à rendre sur le terrain, boum, 12 points, voilà. Elle était titulaire, hein, elle Mais joue 27 minutes. Ça me fait le même truc quand j'ai regardé, j'ai regardé les highlights où au début ils te mettent les 5 de départ, et je revois Klundikova, je me dis, attends, ah oui, c'est Maria Vadeva, c'est vrai. 12 points à 8 rebonds, tu vois, 50% au tir. Non, mais ça le fait bien. Regarde, hier, ils font jouer Alissa Pili, 20 minutes. Ouais. Et en fait, ça tourne, ça suffit. Ouais. Parce que c'est hyper carré. Le groupe se connaît bien aussi. Du coup, ça a peu changé par rapport à l'intersaison. Elles se sont renforcées. Elles ont pris de la profondeur d'effectif. On en avait parlé avec Carly Samuelson, avec tout ça. Même si elle ne fait pas de stats hier, mais elle est importante, tu vois, dans le déroulé du match. Et ça suffit, quoi. Alors, je te dis pas que ça battrait sans Nafisa Collier les top équipes, mais ça t'assure un niveau contre les équipes, on va dire, du milieu de tableau. Ouais, et puis regarde, même dans la profondeur, on sait que, je pense qu'elle vaut mieux que ça entre guillemets, mais tu vois, t'as une Diamond Miller qui joue une dizaine de minutes sur, je sais pas combien de minutes elle est par match, mais je vais regarder. Peut-être une dizaine de minutes, mais ça reste. C'est une jeune joueuse qui a beaucoup de talent, tu vois. Et si elle, c'est ta joueuse qui occupe 10 minutes dans la rotation, c'est qu'il y a quand même une profondeur, un effectif super intéressant. Ce que tu as dit, sur le côté, elles savent tout ce qu'elles doivent faire, elles sont dans un cadre et tout. Ça me fait cette impression-là, même pour une joueuse dont tu sais que j'ai été sceptique par le passé. Mais tu vois, Courtney Williams, je la trouve vraiment là, encore plus cette année peut-être, vraiment bien cadrée, vraiment sereine et moins fofolle entre guillemets dans le jeu. Et je pense que c'est à mettre à l'actif aussi de Cheryl Reeve, de tout le système qu'il y a autour des Lynx. Et elles sont extrêmement rassurantes, même sans Nafisa Collier. Alors évidemment que si elles veulent gagner le titre, il faut qu'il y ait Nafisa Collier. C'est une joueuse fantastique, il n'y a aucun doute. Mais je trouve ça toujours très rassurant de voir qu'une équipe est capable de gagner des matchs sans sa superstar et grâce à son collectif. Et ça, je pense que ça permet de faire une transition assez intéressante sur les Las Vegas Aces, qui, même là si elles ont retrouvé A'ja Wilson sur le dernier match, sont sur 3 défaites de suite. Elles ont perdu les 2 matchs précédents sans A'ja. Puis elles auraient pu perdre 4 parce que les Wings l'ont vraiment fumble le match. Voilà. Et alors en soi, si tu regardes juste les défaites en question, Phoenix, Minnesota, Seattle, c'est pas honteux de perdre contre ces équipes-là, mais ces 3 théoriques adversaires directs et n'en prendre aucun, c'est un peu plus inquiétant déjà. Et là, je trouve que même avec le retour d'A'ja contre Seattle, ce match où elle tire à 11 sur 19 à 3 points, malgré ça, défense à la ramasse, efficacité adverse du coup très élevée et nouvelle défaite. C'est un peu, elles sont difficiles à comprendre et à cerner cette saison, les Aces. Elles ont du mal. Il semble pas y avoir une atmosphère ultra positive non plus. C'est compliqué. J'ai même lu, alors c'est évidemment totalement abusé. Je sais plus quel journaliste disait on m'avait dit que Nathalie Nakase était le vrai cerveau des Aces et la vraie responsable des titres. Bon, Becky Hammon n'est pas devenue une mauvaise coach, mais Becky Hammon affronte des vrais challenges, peut-être pour la première fois depuis qu'elle est arrivée. Voilà. Je dis pas du tout que c'était la vérité, c'est juste que certains commencent à mettre un peu de pression sur Becky Hammon aussi. Moi, je pense que Becky Hammon a des responsabilités, évidemment, mais ça n'est pas devenu une mauvaise coach. Je pense que la grosse responsabilité de Vegas, elle est sur la direction sportive qui n'a pas su faire les bons moves. La construction de l'effectif, Voilà, la construction de l'effectif, elle n'est pas bonne. Elle est pas. Ok, il y a les 4 stars, ok, tout ce que tu veux, mais derrière, c'est le néant. Et ces 4 stars, en fait, il te manque une joueuse aussi qui fait du lien. Tu vois, on parlait de Leonie Fibic, on parlait tout à l'heure des fausses rookies du Mercury. On parle des joueuses tout à l'heure de Minnesota qui font le job. Là, elles n'existent pas, ces joueuses-là, à Vegas. Et donc, ça marche pas. Vegas, c'est la 9e attaque de la ligue et la 9e défense. Non, mais ça paraît fou juste de dire ça avec l'effectif, même si c'est que sur 4 joueuses, mais c'est fou. Le net rating est de -5. Enfin, c'est juste, tu imagines, -5 points quoi, par 100 possessions. C'est juste dingue que cette équipe soit pas dans le positif. Je demande pas qu'elle soit à +5, tu vois, mais elle devrait être à +1, +2. -5, c'est juste complètement dingue. Mais ça marche pas, tout simplement parce que, moi, on en avait parlé un petit peu avec Flo dans un live Twitch. Ouais. Je trouve que l'équipe n'assume pas son identité. Enfin, en tout cas, sa construction de roster. Moi, je reste persuadé que cette équipe, elle sera, quoi qu'il arrive, mauvaise en défense,
et elle est mauvaise en défense, très clairement. Mais le problème, c'est qu'elles essayent d'être bonnes, enfin d'être correctes, on va dire. Et Becky Hammon, dans chaque conférence de presse, parle toujours des efforts de la défense. Elle en parlait déjà l'année dernière et elle n'arrête pas d'insister là-dessus. Et effectivement, c'est pas une bonne équipe défensive. Mais le truc, c'est qu'elle n'a pas le personnel pour faire une bonne équipe défensive. Et donc, moi, je pense que la bonne optique, et j'espère qu'on va le voir pour Vegas, c'est que Becky Hammon va comprendre que, par contre, elles peuvent être une très bonne attaque. Et à la limite, si tu es une très mauvaise défense et une très bonne attaque, je pense que tu arriveras quand même à t'en tirer. Peut-être pour faire top 5, tu vois, de la ligue, aller en playoff, peut-être alors en demi-finale. Bon, tu sortiras, tu n'iras pas au bout, mais c'est pas grave en fait. À la limite, il n'y a qu'une équipe qui gagne tous les ans. Enfin, tu vois, c'est pas. Ouais. Mais le truc, c'est que je pense qu'elles essayent d'être une défense correcte et elles n'ont pas le personnel. Et pour être une défense correcte, elles essayent de mettre des joueuses qui ne fitent pas en attaque. Et donc, du coup, on se retrouve avec une attaque très moyenne et une défense pas bonne. Et du coup, voilà ce que ça donne comme résultat. Bon, là, il y a eu aussi l'absence d'Eja Wilson, qui a forcément impacté un peu les résultats, mais elle est revenue, comme tu l'as dit, au dernier match contre Seattle. Ça n'a pas changé énormément, finalement. Il faut le dire aussi, elle n'est pas au niveau de l'année dernière, mais après, en même temps, le niveau de l'année dernière, c'est une saison historique. Ouais. C'est une saison historique de la Ligue. Donc, c'était quand même assez prévisible. Elle pouvait pas être meilleure que l'année dernière. En gros, c'est ça, quoi, ce qu'il faut le dire. Donc, elle pouvait être qu'un peu en dessous. Là, elle revient de commotion aussi. Il y a sans doute un peu ça aussi, tu vois, qui joue. Il faut que le rythme reprenne. Mais voilà, moi, je suis pas. Je pense qu'il y a des solutions quand même. Et moi, je serais Vegas, j'activerais le bouton trade. Je pense qu'il faut que cette équipe. C'est ce que j'allais dire, parce que quand tu regardes l'effectif sur le dernier match, en tout cas, le banc est pas très très rassurant. Tu as Tiffany Mitchell qui joue 10 minutes, Dana Evans un quart d'heure, Aliana qui est une rookie. Qui est bonne, hein. Oui, moi, je la mettrais dans le 5, moi, actuellement dans l'équipe. Ouais, parce que bon, là, Kia Stokes se fait exploiter dans tous les sens, elle n'arrive pas du tout à peser. C'est très, très compliqué. Mais voilà, c'est les 4 joueuses de la rotation, ça paraît un peu léger. Et du coup, le trade, t'as une idée, soit du type de joueuse, ou soit qui viendrait, ou des joueuses qu'il faudrait envoyer? Alors, je peux même te donner, si tu veux, le jour et l'heure à laquelle ça se produit. Je peux te donner le truc. Moi, je prends mon coup de téléphone et j'appelle les Washington Mystics. Ali Edwards? Non, je vais récupérer Britney Sykes. Ah ouais, bah oui, ouais, ok. Et alors, Britney Sykes a un gros contrat, mais il y a un move à faire, en fait. Il faut se servir du contrat de Kia Stokes, qui est un contrat non garanti, qui est autour de $110 000. Je pense que tu mets un contrat tu mets Kia Stokes, tu mets un pic parce qu'il faut obligatoirement mettre un pic pour Washington, tu vois. Bah oui. Peut-être même deux, hein. Ouais, mais faut le faire. Tu vois, mais faut le faire. Et tu mets un contrat jeune, et ça passe. Donc par exemple, tu mets Kristen Bell, Kia Stokes plus 2 pics, et tu essayes de mettre des pics. Je pense que que Washington irait, tu vois, prendre des pics peut-être un peu plus tard, de façon à ce que quand Vegas va être en reconstruction, je pense que ça, je suis pas sûr que les Mystics le fassent pas. Bah oui, parce que même la timeline moi j'adore Britney Sykes, tu sais, en plus, mais la timeline. Mais je comprends pas les 35 minutes, moi, oui, voilà. Mystics, ça n'a pas de sens. Non, ça sert à rien. Et même, elle a vocation, vu là où elle en est dans sa carrière et le niveau qu'elle a atteint, parce qu'elle elle progresse tous les ans aussi. Elle serait plus adaptée à une équipe comme Las Vegas, t'as raison. Ça pourrait totalement se faire. Et après, en plus, tu récupères une joueuse qui est forte en défense, qui est capable de marquer, qui est pas du tout maladroite en attaque, on le voit. Ce serait pas mal. Et tu perds pas tant que ça, en fait, avec ce que tu dis, parce que Kia Stokes, elle est plus adaptée à l'équipe. Et les pics, Vegas m'a l'air d'être une équipe qui... Bon, en plus, les stars sont pas encore totalement au bout, elles ont pas 38 ans. Donc, hypothéquer une partie du futur à court ou moyen terme, ça me paraît pas déconnant si tu veux redevenir compétitif maintenant, ouais. Pour moi, il y a ces deux choses-là. Soit Vegas finit comme elles sont là, et en gros, à mon avis, on acte un peu la fin du projet, tu vois. Et peut-être que l'année prochaine, avec la grosse free agency, ça va être une refonte totale de l'effectif. Je dis pas qu'elles garderont pas Eja Wilson, bien sûr, mais tu vois, ça sera une refonte totale de l'effectif. Soit tu essayes de bouger pour essayer de faire quelque chose. Moi, je ferais ce trade-là. Et je pense que tu peux même essayer de gratter peut-être en mettant une autre joueuse. Tu vois, peut-être Emily Hengsler, par exemple. Pour la rotation, c'est bien. Bah oui. Qui t'apporterait de la défense en plus sur un poste, qui peut être une joueuse qui peut jouer aux côtés d'Eja Wilson. Ouais. Parce que c'est une joueuse qui commence à avoir un petit tir à 3 points, tu vois, en plus.
qui permettra d'écarter un peu les défenses. Tu peux peut-être essayer de montrer Alors, ça fait un gros package. Hein. Je pensais, il y en a d'autres. Hein. Il pourrait y avoir des choses, mais ce que j'aime bien dans le côté Britney Sykes, c'est que tu as le côté défensif de la joueuse. Ouais. Et puis, tu as le côté aussi scoreuse et qui est capable de se créer des points pour elle-même. Et je pense que ça serait bien sur ton banc, en fait. Parce que là, elles ont vraiment un problème aussi quand les joueuses sortent. Et puis, on a des joueuses là-dedans. On l'a dit tout le temps, mais Chelsea Gray ne rajeunit pas. Enfin, tu vois, c'est compliqué pour des joueuses comme Chelsea Gray de jouer aujourd'hui 35 minutes par match et d'être performant en continu. Donc, moi, j'essaierai. Je pense que Washington, en plus, ils ont intérêt à faire ça parce que je comprends pas trop le projet depuis le début d'année. J'ai un peu de mal aussi. Essayer de gagner avec des vétérans qui seront sans doute plus là l'année prochaine. Enfin bon, bref, c'est voilà. Non, Aliyah Edwards, non. Enfin, ça serait top pour Vegas, mais et ça serait top pour elle aussi parce qu'elle aurait du temps de jeu. Mais je ne pense pas que comment ça s'appelle ils sont fous sinon. Que les Mystics. Non, parce que sinon, si les Mystics sont prêts à balancer plein de joueuses intérieures, Shakira Austin, ça serait bien aussi pour Vegas. Mais bon, ils feront pas ces moves-là. Je pense que Sykes dans la timeline, ça serait intéressant. Il y en aurait éventuellement une autre aussi qui pourrait être. Alors, qui ramènerait pas de la défense, mais qui pourrait amener de l'attaque, c'est peut-être de passer le coup de fil chez les Wings pour voir si Arike Ogunbowale serait pas disponible. Ah ouais, alors là, faut envoyer. Mais qu'est-ce que. Non, mais tu vois, ça peut être. En fait, j'essaye de regarder les vétérans qui apporteraient à cette équipe. Parce que là, le prix n'est plus le même, quoi. Non, le prix ne serait, à mon avis, plus le même. Bon, c'est très hypothétique. Par contre, je pense que Britney Sykes, à mon avis, si tu appâtes un peu Washington avec ce qu'il faut, je pense qu'il y a une possibilité. Après, je sais pas trop. On sait pas trop qui dirige le front office de Vegas. C'est un peu le problème. Et j'ai pas trop l'impression que ça va bouger. Donc bon, moi par exemple, j'ai pas compris qu'ils se sont pas mis sur Liu Heru quand elle a demandé son trade que les Wings ont récupéré, d'ailleurs, qu'on bien fait de avec 2 pics. Ça aurait été bien, quoi. Avec 2 pics, réglé, voilà. Mais t'as vu, c'était pics de 2e tour et 3e tour pour Dallas. Tu peux largement. Donc tu peux faire ça si t'es Vegas. Enfin, tu vois, tu t'engages pas sur l'avenir en faisant ça, quoi. Donc voilà. Donc moi, je ferai des moves parce que cette équipe. Après, il y aura peut-être le retour de Megan Gustafsson qui va faire du bien. Est-ce qu'elle va revenir? Ça va apporter un peu d'attaque aussi à l'intérieur. On verra, mais. En tout cas, pour jouer le titre, ça me paraît beaucoup trop loin, quoi. J'ai cette impression-là aussi. On verra. Parfois, il y a des retournements de situation spectaculaires, mais là, on n'est pas parti pour. Et je pense que c'est une équipe qu'il faudra surveiller au moment de la deadline des trades, comme tu l'as dit. On verra, on ressortira ce passage où tu as annoncé l'arrivée de Britney Sykes, si ça se... Non, mais c'est parce que c'est une des joueuses que je trouve qui est hors... Stephanie Dolson a aussi au Mystics, tu vois, et hors timeline, quoi. Donc, il n'y a pas 50 joueuses qui seraient à la fois ultra utiles pour le Vegas et qui sont théoriquement disponibles. Donc ça a plutôt du sens et on verra ça. Tu parlais de Dallas, on voulait dire un petit mot quand même du mois de juin qui est en train de réaliser Paige Bakers. Après, bon, alors Dallas est toujours en deuxième partie de classement, c'est nettement. 2 victoires d'affilée quand même là. 2 victoires d'affilée et une Paige Bakers qui est de plus en plus à l'aise, de plus en plus efficace, de plus en plus Paige Bakers en fait tout simplement, qui ressemble à la joueuse qu'on a bien connue pendant des années en NCAA. Est-ce que tu as ces statistiques sur le mois de juin sous les yeux ou en tout cas non, je les ai pas, mais je les ai à peu près en tête. Vous m'excuserez si je fais une petite faute de 0,2 dixième de points ou de passe. Mais sur le mois de juin, elle est à 23 points de moyenne. Elle doit être à presque 5 rebonds, pas loin de 6 passes, plus de 2 interceptions, presque un contre. Et elle est à 50% au tir. Enfin, c'est... Voilà, c'est simple, elle lead les points par match sur le mois de juin. Elle a retrouvé l'efficacité. C'est assez dingue. Là, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, bon, cette année, ce coup-ci, elle sera rookie du mois sans difficulté. Je pense même qu'elle a un shot pour être joueuse du mois, moi, en fait. Ce qui va sans doute être compliqué pour elle, c'est les résultats des Wings. Mais attention quand même, parce que là, il y a eu 2 victoires. Si des fois, elle joue Washington ce soir, ça peut très bien repartir avec une win aussi. Donc elle monte vraiment en puissance et puis ses stats depuis le début de l'année quand même 18 points, 4 rebonds, presque 6 passes, 47% au tir et puis la défense franchement sa défense c'est déjà presque une des meilleures joueuses défensives off-ball de la ligue. Elle est vraiment excellente, c'est à peu près la seule d'ailleurs qui défend à Dallas, mais ça c'est un autre débat. Elle est en train de prendre vraiment le rythme et c'est super cool. Je trouve que la hiérarchie des Wings, un peu mieux définie là depuis quelques matchs quand même. Ça fait 3 matchs de suite que c'est la joueuse qui prend le plus de tirs. Et on voit que
l'écart par rapport aux autres joueuses en nombre de tirs est en train de vraiment bouger. Dijon Carrington a été remis sur le banc. Enfin voilà, il y a enfin des choses qui se sont passées côté des Wings et ça va mieux. Et elle trouve son rythme et je ne serais pas étonné si dans un mois elle est au All-Star Game. Oui, bah juste pour faire la petite transition. la Après, très bonne transition. Paige Becker, tu vas en dire un mot, 6e. vas-y. Hein. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sur ce qu'on voit plus récemment. Et c'est Avec le gros match à 35 points aussi. Là. évidemment, ça compte. Mais Paige Becker, qui est donc 6e du vote des fans, alors c'est juste le vote des fans, attention, hein, c'est pas du tout ce qui va forcément se passer à la fin. Les médias et les coachs ont aussi leur mot à dire, c'est comme en NBA. Mais Paige Becker, qui est 6e du vote des fans de WNBA, les premiers votes sont ressortis. Alors il y a des trucs plus ou moins logiques. Ça reste un vote de popularité quand même dans l'ensemble, avec des gens qui regardent pas toujours tous les matchs et qui ont leur favorite, et c'est assez normal. Mais il y a quand même des choses assez intéressantes et alors amusantes ou pas. Hein, il y en a que ça doit pas trop amuser ce premier tour de vote. Paige Becker 6e, en tête Caitlin Clark, 515 000 voix, qui est assez largement numéro 1 de la ligue pour les votes des fans. Comme quoi une joueuse qu'on dit clivante et pas aimée et machin, bon, les fans répondent quand même présents pour Caitlin Clark. Nafisa Collier 2e, Aliyah Boston qui est la 2e d'une multitude de joueuses du Fever qui ont reçu des votes. Ça ruisselle aussi du coup les votes qui sont pour Caitlin Clark auprès des joueuses du Fever. On a Aliyah Boston 3e, Kelsey Mitchell 7e, Lexi Hull 9e. On nous aurait dit à l'époque où elle était en NCA et que c'était une joueuse franchement sympa et qu'on aimait bien, qu'elle serait 9e du vote des fans du All-Star Game, on n'aurait pas forcément cru. Et il y en a évidemment d'autres, Natasha Howard 16e. Après c'est loin quand même. Après c'est loin, mais elles ont toutes des voix, ce qui n'était pas garanti. Elles en ont plus que des joueuses très référencées. Tu vas voir Kayla McBride qui fait partie mais elle est pas connue. Voilà, qui fait partie des finalistes WNBA, qui est là depuis une dizaine d'années. Avoir le 40e plus grand nombre de votes, c'est toujours assez marrant. On a Gabby Williams qui est 17e pour Seattle avec 144 000 voix. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a interpellé dans ces voix Non, moi nous on en a parlé beaucoup avec Flo dans une conversation intense entre nous, mais moi je comprends pas le principe des votes. Voilà, les votes des fans, je vois des gens voter pour toutes les joueuses d'une équipe, ça n'a pas de sens en fait. Ouais. Donc bon, après c'est comme ça, c'est le principe de vote. Déjà, moi je comprends pas non plus qu'on vote que pour 10 noms alors que le All-Star Game c'est 22 noms et la All-Star 21e elle a autant de valeur que la All-Star première en fait. Ouais. Bon déjà, voilà, j'ai du mal avec ce principe de vote. Après, ce qui va se passer, c'est que effectivement les médias et les joueuses vont faire les 50 autres pourcents pour les titulaires et les coachs vont voter pour les 12 remplaçantes. Donc il va y avoir, je ne pense pas que Lexi Hull sera All-Star, tu vois, honnêtement, il va y avoir des régulations, mais le truc c'est que ça peut permettre des fois à des joueuses aussi qui sont un peu limites de ne pas l'avoir la sélection. Et moi ça me gêne, au-delà du match et tout, j'en ai franchement rien à faire. C'est juste pour l'aspect renommée, historique, contrat. Il y a des joueuses quand même qui n'ont pas la chance d'avoir la popularité, mais qui peuvent se faire leur carrière aussi, leur contrat, sur des sélections All-Star. Je pense que la saison d'Alisha Gray, par exemple, cette année, elle est très loin au vote des fans. Moi, je la mets 2e au MVP depuis le début d'année. Au MVP, ok. Ouais. Ah oui, l'efficacité incroyable, le Dream est bien classé, elle est des deux côtés du terrain, elle est impressionnante. En tout cas, pour le moment, je ne dis pas qu'elle va être, tu vois, mais actuellement, moi, je la mettrais 2e. Ouais. 14e des votes des fans pour l'instant. Voilà. Et tu vois, ça peut permettre peut-être que... Bon, je pense que les coachs et tout vont faire le job, tu vois, les joueuses aussi, mais ça me gêne un peu, quoi. Tu vois, autant ça me gêne pas que de voir Paige, de voir même Kiki Riafen qui a fait un bon premier mois. Non, mais c'est un peu haut. Même pour Paige, je trouve ça un peu haut, tu vois, globalement. Ouais. Mais ça me gêne pas parce que c'est déjà des joueuses... Enfin, tu vois, Paige, on en a déjà parlé, mais elle est déjà presque top 5 meneuse de la ligue, en fait. Donc, c'est pas déconnant. Par contre, de voir un peu des joueuses role-player ou autres monter devant d'autres, moi, ça me fait tiquer. Mais bon, je fais confiance à ce que Flo ne va pas arrêter de me répéter en disant que ça allait se rééquilibrer avec les autres parties. Et j'espère, en tout cas. Après, j'aime pas trop ce principe-là parce qu'en gros, il y a une partie des votes qui popularise une joueuse et puis, en fait, l'autre partie des votes est obligée de contrebalancer totalement
dans le position, je préférerais qu'il y ait quand même plutôt un consensus et une nuance, tu vois, pour aller vers ces votes. Mais encore une fois, c'est le principe des votes qui fait ça, quoi. Donc, Non, bon, mais parce que parmi voilà. entre guillemets les grandes joueuses, enfin les incontournables, il y en a qui sont un peu bas. On parlait d'Alyssa Thomas tout à l'heure avec 21e. Donc bon, c'est pas incroyable. Neka Ogumike aussi qui fait encore sa saison avec Seattle qui est 18e. John Kuel 15e. Après quand on remonte un peu, on voit que bon, Angel Reese 13e. Ouais, Voilà. mais Angel, tu vois, cette année, ça tourne pas à Chicago. Mm. Je peux comprendre, tu vois, qu'elle soit quand Oui, même oui, oui, bien sûr. plus loin. Après, parce qu'il y a un contexte enfin, aussi de. Enfin, après, ça dépend comment De on réussite vote, en fait. collective, oui, oui. Moi, je l'ai toujours dit, pour moi, le All-Star Game, c'est des trophées de mi-saison. C'est Ouais, comme ça que je le vois, en ouais. fait, sur une année. C'est-à-dire, on prend les performances à la mi-saison. En gros, en tout cas, moi, c'est ma définition que je fais. Donc ça inclut Donc, les résultats collectifs aussi, on est donc d'accord. ça inclut Ouais. aussi, tu vois. C'est pour ça que des fois, voir 4 joueuses, 5 joueuses d'une équipe qui est 8e ou 7e, bon, Ouais. tu vois, par exemple, il n'y a pas de joueuse de Valkyrie ou pas beaucoup. Ouais, je vois. Bah, Ah, ouais, t'as raison. C'est vrai peut-être que t'en as Carla ça. Santon, la première, non? Même pas. Même pas, tu vois. Je vois Temi Fakbenley qui est. Alors, Kate Martin Je les- 31e, Temi Fakbenley 32e, Kayla Thornton elle est 39e. Et il n'y a, Hmm. y a pas de Valkyrie, il y a pas d'autre Valkyrie, ouais. Mais bon, bref, enfin, tu vois, il y a des choses. Ça serait dur, par exemple, qu'il n'y ait pas une joueuse de Valkyrie au All-Star Game. Même s'il n'y a pas de grande star, ça, c'est un peu le problème de l'équipe. Ouais. Peut-être c'est un peu la limite de l'équipe, tu vois, en Mm, termes de. Mais là, sur ce début de saison, moi, je ne comprendrais pas quand même. mm. Je pense que Kala Santon, elle a été, je crois, joueuse de la semaine une fois depuis le début de l'année. Ouais, ouais. Pour moi, elle devrait y être, tu vois. Moi, je la mettrais dans mes 22. Donc voilà, on va voir comment ça va se. Puis c'est pas très grave dans l'absolu, on est sur des trophées individuels, voilà, des récompenses individuelles. Mais c'est vrai que ça me gêne toujours un peu quand c'est juste de la popularité au-delà de ce qui se passe sur le terrain. La popularité, tu vois, que Kathleen y soit, ok, il n'y a pas de problème, tu vois. Que Kelsey Mitchell soit, que Alia Boston même plutôt, moi, soit citée, je suis entièrement d'accord. Par contre, bon, voilà, qu'on retrouve Natasha Howard ou Lexi Hull, c'est quand même, je trouve, un petit peu plus difficile, quoi. C'est sûr. Comprendre, quoi. Surtout quand tu es devant Alyssa Thomas, par exemple, tu vois. Ouais, non, mais je suis d'accord avec Donc Flo, voilà, ça va évidemment se réguler. je pense, Après, ouais. c'est toujours, c'est pas inintéressant de voir quelles joueuses sont médiatiquement popularisées aussi. Enfin, tu vois, on sait qu'il n'y a pas que le sportif et que ça compte aussi le reste. Après, je pense que ça va se Ouais, réguler, hein. mais moi, je répète, le problème, c'est que ça a des conséquences sur Bien sûr. sur Eh les oui, oui, carrières des joueuses. je sais. Si, encore une fois, si on disait la sélection All-Star, tout le monde s'en fout, ça n'a pas d'impact sur Mhm. l'héritage que tu laisses, sur les contrats que tu vas signer, parce qu'il y a des clauses là-dedans, tu vois, et Ouais, tout je ça. sais. Donc, Ouais. et si ça avait aucune importance, ok, tu fais un vote, tu peux même faire voter à 100% les fans, ça me gêne pas, en fait, tu vois. Mhm, mhm. Le problème, c'est que ça a des. Et il y a des joueuses là-dedans qui n'ont pas la chance d'être médiatisées, tu vois, Ouais, et qui peuvent l'être un petit peu ce week-end-là sur leur performance, en fait, sportive. ouais. Et voilà, c'est dans ce sens-là que moi, ça me gêne. Après, le reste, bien sûr que on s'en moque, c'est pas très grave, et pour nous, ça va pas changer nos vies, hein. Non, c'est Par sûr. contre, pour certaines joueuses, ça peut un petit peu les changer quand même. Donc, bon, Ouais. voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu voudrais parler, Gis, sur cette Bah, cette semaine? juste, j'avais un petit coup de gueule, moi. Ah, allez. Alors, c'est un petit coup de gueule, je vais le citer sur l'arbitrage, mais un peu sur la ligue aussi de façon globale, parce que l'arbitrage, elle dépend de la ligue. C'est vrai qu'on en parle pas mal en ce moment. Après le Euh, match Indiana-Connecticut, ça a beaucoup parlé quand même, hein. bah, en fait, je vais revenir à toujours quelque chose d'important quand on parle d'arbitrage, c'est la cohérence. Tu sais à quel point moi je ne commande jamais les décisions Bien d'arbitre sur un sûr. match, puisque ce sont des faits de jeu, les arbitres sont humains, les joueuses sont humains, les coachs sont humains, tout le monde fait des erreurs, ça c'est pas un problème. Par contre, ce qui m'agace là depuis le début de saison, c'est que en fait on passe du tout ou rien d'un match à l'autre. Hmm. Je vais prendre deux exemples très criants. Tu as effectivement le match Fever Connecticut Sun qui a dégénéré et les arbitres n'ont pas été du tout capables de gérer leur match parce que si dès la première poussette il y a trois joueuses dehors, tout ce qui arrive derrière, ça ne se produit pas en fait. Et elles auraient dû être mises dehors. Je veux dire, Marina Mebroui, elle n'a pas poussé comme ça. Ouais, c'est clair. Même si je suis d'accord que Kathleen tombe très Ouais. facilement sur l'action, elle se laisse un peu tomber, mais elle n'a pas à faire ça. Et je pense que là, pareil, quand Kathleen prend au niveau, tu vois, du visage et commence à pousser Jessie Sheldon, c'est pareil, ça doit tomber plus vite en fait. Ouais. Et
Et le truc, c'est qu'on voit ça, donc on voit très peu de réactions par rapport quand même des gestes, qui provoquent quand même une action à la fin du match à plus 17, à 1,30 de la fin, un geste hyper dangereux de Cunningham de sur, Scott sur Cunningham. Shannon. Faut se rendre compte qu'un geste comme ça, tu peux disloquer 2 vertèbres en fait de ce qu'elle fait là. Prendre le coup de dos sans être visible, on apprend une chose au basket, c'est de ne pas toucher à quelqu'un qui part en l'air de dos. En fait, ça c'est une base de tout ce qu'on en enseigne chez les jeunes. Et ça c'est aussi provoqué par tout ce qui s'est passé avant. Donc moi, j'en veux pas, entre guillemets, aux joueuses, parce que effectivement, quand tu fais pas le job, bah ça monte, et puis au bout d'un moment, ça fait que 4 minutes et ça explose. Et à l'inverse, je vois dans le match New York-Phoenix un panier de Monique qui va sur un 2+1, qui tape juste pour célébrer en gros, hein, qui tape juste de la paume sur le panier, et là elle prend une technique. Ouais. Derrière, en plus, Nighty Betts dit mais c'est quoi ça? Il en prend une deuxième. Voilà, là il y a 3 techniques qui tombent en 1 minute 30 sur un geste très anecdotique. Et à l'inverse, dans un match très tendu. Et là, je pense qu'il faut que la Ligue, c'est pas que les arbitres, parce que c'est pas simple. Hein. D'ailleurs, Stephanie White, en conférence de presse, l'a dit après le match, elle a dit, voilà, les arbitres, c'est pas facile pour eux parce que les joueuses sont plus physiques, ça va plus vite, il y a plus de vis aussi, tu vois, de la part des joueuses. Hein. Il y a des joueuses qui simulent un peu, etc. Donc ça devient difficile. Mais à un moment, je pense que la Ligue doit aussi recadrer un peu son règlement. Peut-être dire, voilà, quand ce genre de choses arrive, qu'il y a des... faut faire des exemples, en fait. Et je pense que si tu exclus, même des fois un petit peu rapidement, mais quand tu sens que ça commence à échauffer, tu exclus, je pense que ça règle, et le prochain match, en fait, ça n'arrive pas. Et ça s'est senti extrêmement tôt dans le match. De toute façon, il y avait un passif déjà entraîné sur le premier match entre les deux équipes. C'était déjà tendu. Je pense que ça... Ouais, et puis il y a de la tension autour des matchs du Fever, tu vois, aussi, dans le public, dans tout ça. Donc, ça génère aussi ça. Et c'est pas la faute des joueuses, encore une fois. Mais c'est pour ça que la Ligue doit quand même, je pense, prendre des responsabilités sur tout ça. Et essayer de dire, bon, voilà, sur certains contacts, il faut être dur parce qu'il ne faut pas que ça dégénère. Et moi, le risque, c'est qu'il y ait vraiment des blessures graves après, derrière. Et quand un match part d'expérience, ça peut partir très loin, quoi. Et je voudrais pas, tu vois, qu'on vive les Pacers NBA, tu vois, les Pacers Détroit, ou tu vois, même ce qu'il y avait eu entre les Sparks et le Mercury. Oui, voilà, pour parler des filles, où il y avait Brittney Griner et même Candace Parker, elle était partie dans le taf. Enfin, c'était parti assez loin quand même. Un peu de cohérence. Soit on siffle beaucoup et dans ce cas-là, on le fait sur tous les matchs. Soit on le fait moins. À la limite, moi, je peux entendre, parce que c'est aussi aux joueuses de s'adapter à l'arbitrage. Mais par contre, il faut de la cohérence et on ne peut pas passer d'un match à l'autre comme ça sur des opposés énormes comme ça. Et aussi pour rappeler un petit peu à tout le monde, de façon globale, c'est que ça ne reste que du basket. Il n'y a pas de, je veux dire, voilà, il n'y a pas de drame, personne ne va mourir. Donc, un petit peu quand même aussi de nuance par rapport à tout ça. Mais j'aimerais bien que la Ligue communique un peu là-dessus parce que je les trouve un peu... je trouve Cathy Engelbert, sur le coup, un peu discret, un peu... Parce que là, on a Sophie Cunningham qui dit en gros, maintenant, dès qu'on touche à Caitlin, je suis là pour cisailler, quoi. Non, mais ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens. Mais... Alors, moi, par contre, j'étais pas pour, et je pense que la Ligue a pris la bonne décision, je pense que j'étais pas pour les sanctions, les suspensions. Il n'y a pas eu de suspension. Ça méritait pas des suspensions de match, les gestes, je pense pas. Surtout vu le contexte de l'arbitrage, tu vois. Si encore les joueuses avaient été prévenues, exclues, etc., et que ça avait été là, on aurait peut-être pu en discuter. Là, je pense que la faute, elle revient quand même beaucoup aux arbitres sur le match. Mais par contre, faut pas que ça se transforme en ça, quoi, non plus, quoi. Tu vois, c'est-à-dire faut surveiller. Si à chaque match elle met des coups de cisaille, bon, tu vois, c'est pas non plus bon signe. Après, il en faut de la dureté physique, mais il faut surtout que ça soit pas des gestes dangereux. C'est une ligue dure, la NBA, c'est une ligue très physique, ça a toujours été une ligue très physique. Hein, voilà. Non, mais le basket est un sport de contact, et bien plus de contact que beaucoup de gens l'imaginent. Mais par contre, il y a des contacts, on va dire, un peu comme au hand, il y a des contacts un peu légaux et il y a des choses qui ne se font pas en termes de... Et là, en plus, bon, le geste de fin, le plus 17 à 1,30 de la fin, je veux dire, il est vraiment inutile, ce geste. Donc, du coup, voilà. Donc, j'aimerais bien que la Ligue puisse quand même un petit peu réagir, même si elle ne communique pas là-dessus, mais en tout cas en interne, de façon à ce qu'on retrouve un peu de cohérence et un peu de bienveillance, tout ça, parce que c'est vrai que des fois, il y a des matchs qui deviennent compliqués à regarder tellement on a peur que ça dégénère, quoi. Et ça, c'est quand même dommage, quoi. Ouais, ça fait partie des axes de progression. De toute façon,
On sait que c'est une ligue qui est en développement dans tous les sens et C'est ça la peut passer. professionnalisation aussi. Exactement. Hein. Donc le niveau des arbitres va aussi normalement monter en compétence. Ça n'empêchera jamais les erreurs d'arbitre, hein, tu l'as dit. Mais il faut. Non, mais les erreurs d'arbitrage de jeu, ça fait partie du jeu. Bien Ça, sûr. pas... Voilà. Mais qu'il y ait de la cohérence et que ce soit plus facile à comprendre pour les joueuses, pour le public, et ça évite après peut-être aussi. Parce que bon, il y a des choses qui arrivent à être imperméables à ce qui se dit sur les réseaux et tout ça, mais on sait qu'il y a des équipes comme avec le Fever où derrière la fanbase directement. Et ça valorise agit. le produit aussi. Hein. Si c'est bien arbitré, Bien sûr. si le produit est. Et si on joue au basket, ça valorise le produit. Et donc, la WNBA est quand même dans une période de son histoire où je pense qu'elles ont tout intérêt à valoriser aussi le produit. Quoi. Ouais. Donc, voilà. Quoi. Donc, Très bien. Gis, on va se laisser là-dessus pour ce Swish Brunch du 22 juin. On se retrouve la semaine prochaine. Continuez de suivre l'Eurobasket. On aura avancé assez nettement. Je crois que la finale, ce sera fini. Ce sera fini. C'est une compétition courte. La finale, c'est le 29. C'est le dimanche prochain. Ouais, donc, non, on aura la finale. Quand voilà, on pourra débriefer la finale. D'ici là, portez-vous bien. Il y a plein de matchs de WNBA évidemment dans la semaine et d'actualité à suivre. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Salut.